Alexandre, bonjour. Salut Pierre. Aujourd'hui, nous faisons un podcast sur la compatibilité entre le concept de déterminisme et celui de liberté. D'abord, une définition du déterminisme. Être déterministe, c'est affirmer que notre vie, nos actions sont déterminées. Donc, la plupart de nos actions sont le résultat d'une chaîne causale qui s'imposerait à notre libre arbitre. C'est une hypothèse. Une autre manière de le dire, c'est que les faits sont causés par des antécédents divers. Donc le déterminisme ressemble à une forme de fatalisme. Donc on comprend que le déterminisme, assez brutalement, s'oppose presque par définition à une croyance au libre arbitre. Il y a pas mal de formes de déterminisme en philosophie. Il y a le déterminisme qu'on pourrait appeler économique. C'est quand Marx dit par exemple que les conditions matérielles de l'existence déterminent le contenu de la conscience. C'est donc les hommes se croient libres, mais ils pensent de leur classe, et que c'est la réalité matérielle qui façonne le monde des idées. Donc ça, c'est une forme pour moi de déterminisme économique. Il y a le déterminisme social ou sociétal de par exemple Bourdieu, qui dit que c'est le milieu social qui détermine l'accès à la culture et au capital économique. Et il y a même un déterminisme biologique, croire en la toute-puissance des gènes, de la génétique, que finalement l'homme n'est qu'une somme de cellules, c'est ne pas vraiment croire au libre arbitre. Donc on voit là le débat entre le déterminisme et la liberté ou libre arbitre. Donc pour finir mon introduction, je vais prendre un exemple afin de comprendre le débat. Un partisan de la liberté dirait à un déterministe « je suis libre, je voulais être médecin, je suis devenu médecin, donc je suis libre ». Le déterministe lui dirait « Est-ce que ton père est médecin? Est-ce que ta mère est médecin? Est-ce que tu as grandi en face de l'école de médecine? Est-ce que tu n'as pas la chance, par une espèce de miracle biologique, d'avoir un cerveau qui te permet à ton insu de te rappeler de quantité de données pour réussir brillamment des examens ?» Donc voilà, donc le déterministe, c'est la personne qui est capable de reconstruire la chaîne de causalité et de questionner le pur libre arbitre. Et si le partisan de la liberté en avait marre et lui disait « Écoute, t'as pas raison, je suis libre, je vais aller faire un tennis à Créteil », et le déterministe pourrait lui dire « Pourquoi du tennis c'est une construction bourgeoise due à ton enfance. Pourquoi Créteil? Tu y as grandi. » Donc voilà. Des fois, je me suis presque demandé si le déterminisme n'était pas une espèce d'emmerdeur névrosé qui refuse d'accepter sa liberté. Donc je dis ça pour finir parce que ça nous permettra de peut-être faire un pont entre déterminisme et existentialisme qui se rapproche un peu de ces concepts. Voilà, donc allons-y. Déterminisme et libre arbitre. Ouais, débrouillons-nous avec ça. Mais t'en as dit des choses. C'est compliqué la liberté. La liberté, le déterminisme. Alors, il faut préciser les choses. Quand tu as beaucoup parlé du libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est en philosophie ce qu'on appelle la liberté de la volonté. Ça veut dire qu'il y aurait en nous une capacité, une faculté intellectuelle, à côté de l'imagination, de la mémoire, de la raison, voilà. Il y aurait une faculté intellectuelle, une faculté de l'esprit, si tu préfères, qu'on appelle la volonté, et qui serait capable d'autodétermination. Donc une détermination de soi par soi, c'est-à-dire de décider des choses, mais sans subir l'influence de quoi que ce soit d'antécédent. Comme si la volonté pouvait être à l'initiative d'une chaîne causale. Tu as parlé de déterminisme, tu as parlé de causalité, je crois. Effectivement, voir les choses dans une perspective déterministe, c'est se dire que chaque chose est causée par des choses antécédentes et elle-même, elle est la cause d'autres choses qui en seront les effets. Et rien n'échappe à cette série causale qui fait que tout est déterminé, la moindre de nos pensées, le moindre de nos actes serait déterminé. Parce que si on admettait le contraire, ça ferait de nous des miracles. Comme si nous étions, je vais parler comme Spinoza,
un empire dans un empire, comme si la causalité déterministe concernait tous les phénomènes de la nature, sauf l'être humain. Et tu vois, c'est tellement compliqué que je perds déjà le fil de mes pensées. Donc oui, je reprends au libre arbitre. Donc le libre arbitre, ce serait la liberté de la volonté, c'est-à-dire que la volonté serait capable de se déterminer elle-même causalement, sans que sa décision, son choix, soit causé par un état du monde qui précède, et un état de son esprit, de l'esprit qui précède. Ça veut dire que la volonté pourrait décider sans être déterminée ni par ce qu'on appelle des mobiles sensibles, donc des désirs, ni non plus par des motifs rationnels, donc des conseils de la raison. Je ne sais pas si tu me suis. Donc toute seule comme une grande, elle pourrait décider et être à l'initiative d'une série causale. Donc le pur libre arbitre, ça serait ça. Oui, ce serait ça. Et du coup, c'est nier le présupposé de la science qui voit, elle, disons, la science du déterminisme causal de partout. Donc, un partisan du pur libre arbitre dirait que si on fait quelque chose par désir, c'est pas vraiment du libre arbitre. Et non, parce que d'où me vient mon désir ? Est-ce que c'est moi qui ai librement décidé par un acte de pure volonté, autodéterminé et causé lui-même par rien ? Est-ce que c'est moi qui ai décidé par un pur acte de volonté d'avoir tel désir plutôt que tel autre ? Là, le partisan du déterminisme dirait non, ce désir me vient de mon éducation, de mon histoire personnelle et de toutes sortes de déterminismes que tu as décrits. Voire de mon inconscient psychique, voire de Freud, de tout ça, quoi. Voilà. Bien sûr, tout ce qui fait mon histoire personnelle, qu'elle soit économique, sociale, éducative. Ça dépend de mon histoire avec mon père, avec ma mère, mes frères, mes sœurs, avec ma nourrice, etc. Et tout ça compte dans le fait que j'ai telle ou telle préférence, tel ou tel désir. Mais je n'ai pas choisi d'avoir ce désir. Or, le partisan du libre arbitre, disons le plus radical, celui qui affirme vraiment une liberté de la volonté, il pense que je suis capable de choisir même les critères de mes choix. C'est-à-dire que non seulement je suis capable de choisir en fonction de mes désirs, mais je pourrais même choisir ce que je désire. Ce qui me répugne, ce dont j'ai le goût et ce dont j'ai le dégoût. Ce serait un choix originel, en fait. Tu vois, prenons un exemple. Mettons qu'on fasse partie d'un jury. Pour désigner la Miss Camping. Okay. Avant même de procéder à l'examen des candidates, si je puis dire, on va peut-être discuter entre nous pour essayer d'établir des critères de choix, okay, qui soient physiques, essentiellement physiques, mais admettons, qui puissent être d'autres natures encore. Ça voudrait dire qu'on peut discuter des critères de nos choix avant de choisir. Eh bien, le partisan du libre arbitre, c'est comme si j'étais dans une situation originelle de choix d'avant tous les choix, même les choix de tous mes critères de choix. Et les adversaires de ce libre arbitre-là disent « mais cette situation n'a pas de sens, elle est tout simplement inhumaine. Un être humain, par définition, il a des préférences. Par définition, il a des désirs. Il a des choses dont il a le goût et d'autres dont il n'a pas le goût. » Ouais, mais là où pour moi c'est un petit peu compliqué, j'avais déjà réfléchi avant tout seul, c'est que le déterministe qui va dire j'ai des préférences, avoir des préférences, on pourrait aussi convenir ou définir que ça fait partie de notre liberté. Alors là, il faut peut-être distinguer la liberté comprise comme absence de contrainte. Voilà, c'est ça. Et une liberté qui serait compatible avec le déterminisme, mais un déterminisme qui ne serait pas éprouvé comme une contrainte. Si toutes les contraintes sont des déterminations causales, toutes les déterminations causales ne sont pas des contraintes. D'accord. Et il y a une définition basique de la liberté comme absence de contrainte. Je me sens libre, voilà. Et il n'y a aucune objection à faire ici, philosophiquement. C'est une bonne définition de la liberté qui s'accorde avec ce que le sens commun en pense, mais voilà, très bien. On appelle souvent état de liberté un état d'absence de contrainte. Mais ça n'implique pas que je ne sois déterminé par rien. Seulement, je suis déterminé par des désirs,
que je n'ai pas choisi, mais évidemment. Je suis façonné par mon histoire. Mais au bout d'un moment, mon histoire fait que des désirs, des goûts et des dégoûts, aussi bien des attirances que des répugnances, sont constitutifs de qui je suis. Et quand j'agis en fonction de mes désirs, en étant attiré par ce qui m'apparaît comme étant désirable, et quand je fuis ce qui m'apparaît comme étant répugnant, je ne fais que suivre ma propre nature. Et être déterminé par ma propre nature, n'agir que par moi-même, c'est une définition de la liberté. Si on n'entend pas par liberté l'absence de contraintes et donc le pur libre arbitre, dans ta définition, c'est ne jamais être déterminé par rien, ce qui, moi, intuitivement, me semble extrêmement radical. Qui défend ça en philosophie? Les existentialistes? Ouais. Encore. Comment ça se défend, ça de dire qu'il n'y a jamais rien avant, qu'il n'y a pas d'antécédent, enfin, c'est quel courant de pensée, ça? Alors, on peut trouver ça chez Saint-Augustin, chez Descartes. Comment est-ce qu'il le justifie? Descartes, par exemple, il admet que c'est incompréhensible. Il y a des choses que je sais, mais que je ne peux pas comprendre. C'est comme l'union de l'âme et du corps. On en avait déjà parlé dans une précédente émission, pardon. Je sais, parce que j'en fais l'expérience à chaque instant, mon âme est unie à mon corps et il y a du psychosomatique. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Bon, la liberté, c'est pareil. Seulement, je constate qu'il y a dans mon esprit et dans l'esprit des autres des jugements moraux. On se dit d'une action qu'elle est courageuse ou lâche, d'une décision qu'elle est juste ou injuste. Et c'est plus fort que nous, moralement, on a nous. Celui qui a pris une action, celui qui a pris une décision juste, et on blâme celui qui a pris une décision injuste. Mais louer et blâmer, c'est tenir les acteurs de ces décisions, si je puis dire, c'est les tenir pour responsables de ces décisions. Ils ont à en répondre. Ils en ont le mérite si c'est louable et le démérite si c'est blâmable. Donc il faut que ça vienne d'eux. Il ne faut pas que ça vienne des états du monde qui précédaient même leur naissance, mais qui ont déterminé causalement ce qu'ils seraient, ce qu'ils décideraient, ce qu'ils penseraient, etc. Okay. À un moment donné, il faut les tenir pour responsables, mais à un niveau radical, originel. Il faut qu'ils aient initié une série causale. Sinon, on a le sentiment que c'est la moralité elle-même qui tombe à l'eau. C'est pas Kant qui disait qu'on est libre, enfin tu m'avais dit ça, hein, qu'on est libre quand on est à l'initiative d'une chaîne causale? Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais Kant, il est aussi là-dedans. Et lui aussi admet que c'est difficilement compréhensible. C'est pour ça qu'il distingue la nature phénoménale et la nature nouménale d'un être humain. En ceci qu'on a un corps, et même un esprit, voilà, avec des qualités psychiques, nous sommes pris par le déterminisme causal. Nous sommes un phénomène parmi d'autres phénomènes de la nature. Un phénomène sans doute beaucoup plus complexe et sophistiqué que d'autres, mais on reste un phénomène de la nature. Donc, notre nature phénoménale fait qu'on n'échappe pas au déterminisme causal. Mais nous aurions une nature nouménale, à la faveur de laquelle nous sommes doués de libre arbitre. Et son raisonnement, d'ailleurs j'étais beaucoup plus kantien, tu as eu raison de me signaler implicitement que cartésien en disant ça. Kant fait remarquer que c'est parce que je suis conscient de ce que je dois faire moralement que je découvre que je suis libre. Son raisonnement, il le synthétise, il le résume en une formule qui est la suivante. Tu dois, donc tu peux. Tu as le sentiment d'un devoir, donc tu as la capacité d'honorer ou pas ce devoir. Autrement dit, tu en as la liberté, mais une liberté radicale. Tu te sens le devoir de faire une chose, et parfois, dans ta nature, tout y répugne. C'est pas ton intérêt. Peut-être même que ça te rendra malheureux comme une pierre, toute ta vie. Mais tu sens que tu peux devoir faire ça. Tu sens que tu en as le devoir. Et le raisonnement de Kant, c'est de dire, ce sentiment d'en avoir le devoir n'a de sens que si j'ai la capacité de l'honorer, c'est-à-dire d'aller contre
même mes intérêts, même mes besoins, même mes désirs, d'aller contre tous mes penchants. Ouais, enfin, on pourrait très bien lui dire que le moment où on décide d'aller contre tous ses penchants, d'honorer quelque chose, est toujours la résultante d'une somme d'antécédents qu'on comprend mal. On pourrait objecter ça. Pour lui dire ça. C'est l'objection de Spinoza, en gros. Spinoza a dit, non pas qu'on n'est jamais libre, il admet une liberté humaine et différents degrés de la liberté. Seulement, il nie que nous soyons doués de libre arbitre. Ce qu'il nie, c'est la liberté de la volonté. Il nie même que nous soyons dotés de volonté. Pour Spinoza, il n'y a pas de volonté humaine. L'essence de l'homme, c'est du désir. Et on ne choisit pas l'orientation de son désir. D'accord ? Il écrit dans l'Éthique, ce n'est pas parce qu'une chose m'apparaît comme bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle me semble bonne. Donc le désir est premier. Et il n'y a pas de volonté dans cette histoire-là. Et seulement, il constate que nous croyons doués d'une volonté libre, parce qu'en fait, nous dit-il, nous sommes conscients de ce que nous désirons, tout en étant ignorants des causes qui nous font désirer telle ou telle chose. Et comme on est ignorant des causes de notre désir, tout en étant conscient d'être désiré, on fantasme d'être à l'initiative de ce désir. Autrement dit, on fantasme une volonté qui serait libre, un libre arbitre. Mais c'est une pure illusion. Voilà, c'est exactement ce qu'un spinoziste répondrait aux kantiens, en effet. C'est marrant, à chaque fois qu'on parle de Spinoza comme ça, j'ai l'impression que sans le dire, il parle de l'inconscient, mais c'est pas vraiment ça, non? Alors, c'est peut-être pas l'inconscient freudien, ce serait plus de l'inconscience. De l'inconscience ici. Ça veut dire que ça échappe à notre connaissance. Bon, on pourrait faire des ponts entre spinozisme et psychanalyse, mais là, on s'éloignerait peut-être de notre sujet. Et donc, les existentialistes dans tout ça, qui disent comme Sartre, nous sommes pure contingence, nous sommes nés libres, il n'y a pas de génome, pas de Dieu, pas de convention sociale. Eux, ils sont complètement dans le camp de la liberté. Il n'y a pas vraiment de nuance, non? Oui, c'est encore plus radical parce que chez Sartre, la liberté ne dépend même pas de notre volonté. C'est encore plus radical que ça. C'est l'essence même de la conscience. Et alors là, il parle comme un philosophe, c'est-à-dire qu'il donne l'impression d'inventer de l'eau sèche à chaque phrase. Dans L'être et le néant, il dit « La nature de la conscience, c'est d'être ce qu'elle n'est pas et de ne pas être ce qu'elle est. » Et j'ai tellement du mal à adhérer à cette doctrine que j'aurais du mal à l'expliquer de manière convaincante. Je suis moi-même tellement pas convaincu que je me noierais, quoi. Mais pour résumer sa doctrine, on pourrait citer la formule célèbre « L'existence précède l'essence ». Donc il pense que s'agissant de l'être humain, d'abord nous existons, on est jeté dans le monde, comme il le dit, en reprenant plus ou moins une formule de Heidegger, et ensuite, nous avons à nous définir. Et nous serons ce que nous aurons choisi d'être. Et si cette compréhension de l'être humain ne nous va pas, c'est que nous avons du mal à assumer la liberté. Pourquoi ? Et là, je reconnais qu'il pointe du doigt une vérité anthropologique ou psychologique, disons. La liberté nous angoisse. Parce que, et ça fait le pont avec ce qu'on a dit tout à l'heure chez Kant, le rapport entre liberté et moralité. C'est-à-dire avec la responsabilité. Si je suis libre de ce que je suis, ça veut dire que je suis totalement responsable de tous mes choix, de toutes mes actions, etc. Et cette responsabilité totale, c'est le poids le plus accablant. J'ai pas d'excuse, quoi. Et évidemment, le poids d'une telle responsabilité nourrit en moi une angoisse. Et il appelle mauvaise foi l'attitude de celui qui fuit son angoisse en fantasmant qu'il n'est pas libre, alors même qu'il est totalement responsable de tous ses choix. Ouais, c'est le fameux exemple du garçon de café qui pourrait servir ses cafés de n'importe quelle manière, mais qui choisit de servir ses cafés d'une manière très robotique, comme un garçon de café exemplaire, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de mimiquer, parce qu'il a peur de sa liberté, enfin, en schématisant un peu. Ça me rappelle, moi, cette phrase de Kierkegaard que j'adore, il disait que
que l'angoisse, c'est le vertige de la liberté. Donc c'est ça qu'il veut dire, parce que lui aussi était même peut-être l'inventeur de l'existentialisme, donc il défend un petit peu cette thèse aussi. Oui, tout à fait. Alors lui, c'est un existentialisme chrétien, Sartre est athée, mais oui, tout à fait. C'est une intuition primordiale chez eux. La conscience de notre liberté, oui, est source d'angoisse et on a tendance à fuir l'angoisse. Certes, mais est-ce que pour autant il faut imaginer que nous ayons une responsabilité totale, c'est-à-dire qu'on est non seulement responsable de ce qu'on fait, mais même de nos préférences, de nos désirs, des critères même de nos choix? Il me semble que non. Je veux dire, c'est nier la part de naturalité, c'est ce que Sartre appelle par ailleurs la facticité, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même un héritage éducatif, un corps humain, un cerveau. Enfin, on ne peut pas faire comme si l'existence précédait l'essence. Il y a une essence. Une essence, il y a une nature humaine, quoi. C'est un fait. Et c'est une posture philosophique radicale et déraisonnable, parce que complètement hors sol, que d'affirmer comme ça. Alors, il y a un côté effet d'annonce, un côté punchline, bon, mais radical, mais qui peut séduire. C'est le dandisme de Sartre, si tu veux, mais bon, c'est pas très raisonnable. Alors, puis bon, si on est à Versailles ou si on est à Soweto, on n'aura pas la même vie, non? Enfin, je veux dire, oui, alors l'existence, l'essence, ça marche pas trop. Ouais, Sartre le savait, mais oui, je me doute bien, mais bon, c'est l'art théorique, quoi. Ouais. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Sartre, c'est tellement déroutant, parce qu'en même temps, il avait de la sympathie pour le Parti communiste à cette époque-là. Ensuite, il s'intéresse très sérieusement à Marx et il essaie de concilier son existentialisme avec le marxisme. Et comme tu l'as rappelé très justement tout à l'heure, la position marxiste considère que les conditions matérielles d'existence déterminent ce que j'ai à l'esprit, les représentations de la conscience. Donc, comment dire que la conscience est une liberté absolue, tellement libre qu'elle n'a même pas de nature, qu'elle n'a même pas d'essence? C'est toujours la capacité de s'arracher à toutes les déterminations pour se redéterminer à nouveau frais, et en même temps admettre la thèse marxiste. On a l'impression que c'est la quadrature du cercle. Enfin, il essaie là de réconcilier l'inconciliable. Et être communiste, marxiste, donc égalité qui prime sur la liberté, déterminisme, comment il a fait pour réconcilier en fait? T'as une piste? Il a dit quelque chose qui faisait la symbiose? Il faudrait commenter, lire un ouvrage que je n'ai pas lu, qui s'appelle La critique de la raison dialectique, en 1960, où il essaie de s'en sortir, de proposer une sorte de synthèse. Mais là, je ne peux pas t'en dire plus. Je ne peux pas parler d'un bouquin que je n'ai pas lu. Voilà. Et cette liberté angoissante, là, ça me rappelle cette histoire d'Hébreux qui sortent finalement d'Égypte, enfin je simplifie, hein, et qui devraient être heureux parce qu'ils sont enfin libres. Enfin bon, ils galèrent dans le désert, mais ils sont libres. Et il y a beaucoup de certains de ces Hébreux qui veulent re-rentrer en Égypte parce que finalement, en simplifiant, l'esclavage était confortable. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cette idée là-dedans, là? Est-ce qu'il n'y a pas des interprétations dans le Talmud déjà de cette idée de liberté Oui, certainement. Alors, tu l'as bien séquencé. C'est-à-dire que d'abord, on fait l'épreuve de la libération, la sortie d'Égypte. Et ensuite, on éprouve, après la joie de la libération, le vide de cette liberté. Comme si le fait de ne plus subir le joug du pharaon était moins confortable, bizarrement, que l'esclavage. Certains en ont la nostalgie et se disent, et si on rentrait, quoi. C'était bien quand on décidait de rien. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est peut-être un peu ça l'idée. Et ce n'est qu'après avoir fait l'épreuve de ce vide que la loi divine leur est donnée. La loi et les commandements. Et peut-être qu'il faut avoir fait l'épreuve de ce vide pour accepter le joug de la loi et des commandements divins. Alors ça rejoint une idée chère à beaucoup de philosophes,
l'idée que la loi peut être elle-même libératrice. Ici, la distinction qu'il faudrait faire jouer, c'est la liberté comprise comme spontanéité versus la liberté comprise comme autonomie. L'autonomie, ça veut dire littéralement que je me donne à moi-même une propre règle de vie. C'est une autodiscipline, en fait. Mais au moins, en me donnant un cadre, je sais quoi faire et la vie, pour moi, a du sens. Et beaucoup de philosophes pensent que c'est ça, la vraie liberté. On trouve ça chez Rousseau, on trouve ça chez Kant. L'idée que la liberté n'est pas dans la spontanéité, dans on appelle ça la licence, c'est-à-dire le fait de céder à l'impulsion du moment, à une sorte de vitalité qui vient comme elle vient, et qu'il faudrait laisser s'exprimer en mode je m'éclate, etc. Et je m'éclate à comprendre dans tous les sens du terme, avec la dispersion que ça implique. Le plaisir momentané, très éphémère, très vif, mais en même temps une sorte de dispersion, comme si je me perdais moi-même. En revanche, la vraie liberté, ce ne serait pas le fait de vivre en dehors de tout cadre, ce serait plutôt le fait de se donner à soi-même un cadre. Parce que si ce n'est pas moi qui m'en occupe, la vie va s'en occuper. C'est une façon d'admettre que de toute façon, on est déterminé. Mais soit je suis déterminé par des causes extérieures, soit je suis déterminé parce que je fais un effort de me déterminer moi-même, un effort d'autodétermination. Donc ce serait une manière d'accepter le déterminisme causal et de se dire la liberté véritable, celle qui donne du sens à la vie, c'est une vérité compatible avec le déterminisme, mais pas le déterminisme d'une cause extérieure que j'éprouve douloureusement dans la contrainte, mais le déterminisme de l'autodiscipline, que je peux éprouver douloureusement. Mais au moins, ça vient de moi. C'est pas un peu un truc de stoïcien, ça? Alors, le stoïcien, lui, pense une liberté intérieure. Le stoïcien, il se dit, il y a une nécessité qui régit le monde, et la seule liberté que peut connaître l'être humain, c'est la liberté du sage, c'est une liberté qui accepte le destin. Épithète dit, veuille que ce qui t'arrive comme ça t'arrive. D'accord. Donc il faut accorder sa volonté avec la volonté divine irrationnelle qui organise le monde. Parce que, là j'ouvre une petite parenthèse, ce que les adeptes contemporains du stoïcisme oublient parfois, et j'ai l'impression, c'est que le stoïcien a une certaine religiosité. C'est plus facile pour un antique comme Épictète d'être stoïcien que pour nous, si on est athée. Parce que le stoïcien, il pense que le cosmos est une harmonie, et il s'agit soi-même d'être un microcosme en harmonie avec l'harmonie du monde, avec le macrocosme. Et pour s'harmoniser avec le macrocosme, il suffit de vouloir ce que une raison divine qui orchestre le monde veut comme état du monde. Donc, il s'agit d'ordonner, d'harmoniser sa volonté avec la volonté de la raison divine qui orchestre le monde. D'accord. Bon, tu as ouvert une grande parenthèse sur les stoïciens. Ouais. Ton idée d'autodétermination, elle me semble très puissante. J'ai envie de me l'appliquer dès ce soir, là, mais concrètement, ce que suggère Rousseau, la vraie liberté, ce que tu sembles dire être la réconciliation entre le déterminisme et le libre arbitre, s'autodéterminer, là, ça voudrait dire quoi concrètement? Qu'on donne un peu une leçon de self-help, de développement personnel aux gens. Non, mais concrètement, ça voudrait dire quoi, s'autodéterminer? Ça voudrait dire être conscient de ses choix, c'est faire des choix et s'y tenir. Oui. Alors, j'ai envie de te parler d'Aristote. Je vais peut-être faire un bref passage par Leibniz et je vais revenir à l'idée du libre arbitre. J'ai beaucoup de choses à dire. Décidément, je serai très bavard aujourd'hui. Alors, disons que l'idée de libre arbitre, si on l'analyse un peu, si on décompose les éléments qui la constituent, il y a au moins deux éléments. Il y a l'idée de contingence. Je crois que tu as prononcé le mot tout à l'heure. Alors, la contingence, ça s'oppose à la nécessité. Hein. Et contingence, ce qui peut ne pas être. Ouais. Et contingence, ce qui peut être autrement. Ok. Supposer que notre volonté est libre, c'est supposer qu'il y a des futurs contingents. Ça veut dire que s'offrent à moi différentes options du futur. Le futur peut être une chose ou autre chose. Mmh. Mais ça ne suffit pas. En plus de ces futurs contingents, le partisan de la liberté humaine
D'ailleurs, plus globalement de la liberté humaine. Tu vois, j'ai parlé du libre arbitre. En fait, ça concerne tout ce qu'on appelle liberté humaine. Voilà, il faut que je sois cohérent. J'ai dit tout à l'heure que le libre arbitre n'était pas vraiment tenable. Donc voilà. Donc la liberté humaine, je reprends, implique les futurs contingents et implique aussi une capacité d'intervention. Il faut que j'ai une prise matérielle. Il faut que ce que je décide maintenant engage ce qu'il en sera dans 5 minutes ou demain ou dans 10 ans. Alors, j'ai parlé de Leibniz. Leibniz définissait la liberté humaine de la façon suivante. Il dit la liberté, ça dépend de 3 choses. Il faut de la contingence. Je viens d'en parler avec les futures contingences. Il faut de la spontanéité. Qu'est-ce que c'est que cette idée de spontanéité? Ça veut dire que ma décision ne vient que de moi et pas d'une cause extérieure. Ça veut dire que le principe de mon action ou de ma décision, il est interne à l'être que je suis et ça ne vient pas de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Et il faut en plus de la contingence et de la spontanéité, il faut de la délibération, ce qu'il appelle aussi l'intelligence. Et là, il fait référence à Aristote. Aristote distinguait 2 types de raisonnement. Le raisonnement théorique et le raisonnement pratique. Alors, le raisonnement théorique, il a pour but de chercher une vérité. C'est-à-dire que sa conclusion, c'est une proposition qu'on va tenir pour vraie. Pourquoi est-ce qu'on va la tenir pour vraie? Parce qu'on est parti de prémices vraies et nous avons raisonné en faisant des inférences logiques. Donc, logiquement, on doit trouver du vrai si on part du vrai et qu'on raisonne logiquement. Sauf que le sujet pratique que nous sommes, c'est-à-dire le sujet qui a à prendre des décisions, parce qu'il est pris dans une situation. Okay. Lui, il va se mettre à raisonner de façon pratique, c'est-à-dire que la conclusion de son raisonnement, ce ne sera pas une vérité théorique, mais ce sera une action. Pourquoi? Parce que pris dans une certaine situation, il va chercher à savoir quoi faire. Et il ne sait pas encore quoi faire. Seulement, contrairement à ce que fantasme l'existentialiste sartrien, ou disons la doctrine de l'acte de pure volonté, la doctrine d'un choix originel d'avant tous les choix, etc., nous avons toujours des préférences. Parce que nous sommes des êtres de désir. Il y a des choses qui nous vont et d'autres qui ne nous vont pas. Pour des raisons morales, politiques, pour des raisons de goût et de dégoût, de sensibilité, etc. Donc, on a conscience de certains états du monde qui nous iraient et de certains états du monde qui ne nous iraient pas. Seulement, on ne sait pas encore quoi faire pour que l'état du monde qui sera le mien, dans lequel j'existerai dans 5 minutes ou dans 10 ans, m'ira. Pourquoi est-ce que je ne sais pas encore quoi faire? Parce que il me reste encore à examiner l'état du monde présent pour savoir quels sont les aspects qui peuvent me permettre de décider. Et c'est ça la délibération, en fait. Et elle serait là notre marge de liberté. Donc tout est déterminé, de toute façon. Mais on peut parler de liberté au sens où, avec Aristote suivi par Leibniz, on peut parler d'actes volontaires qui sont contingents, si tu veux, mais surtout spontanés et délibérés. La liberté, elle se joue dans l'interprétation qu'on fait de l'état du monde, interprétation qui va faire ressortir tel ou tel aspect, qui va me permettre de me décider pour une action. Mais une action qui est comme un moyen d'atteindre un but qui me va. Donc c'est ça ton autodétermination. Exactement. L'autodétermination, elle est là. C'est-à-dire que le rôle de ma volonté, en fait, il est dans le choix d'une représentation du monde qui va m'aider à savoir quoi faire ici et maintenant. Mais ce n'est pas hors sol. J'ai des objectifs. Je sais en gros qu'il y a des choses qui me vont, d'autres qui ne me vont pas. Mais je ne sais pas encore quel moyen utiliser pour pouvoir réaliser un état du monde qui me va. Ok. Voilà. Pour reprendre l'image chère à Descartes, Descartes, il illustre dans le discours de la méthode un marcheur perdu en forêt. Il a un objectif, c'est sortir de la forêt. Mais il ne sait pas quel chemin emprunter. Alors il réfléchit, il essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas un chemin plus court qu'un autre, ou un chemin peut-être plus long mais plus facile, etc. Et si vraiment la forêt est opaque, en réfléchissant, il peut se dire, en tergiversant, je prends toujours le risque de tourner en rond et de ne pas sortir de la forêt. Donc peut-être que la meilleure décision à prendre, c'est, quoi qu'il arrive, que ce soit difficile ou pas, qu'il y ait des obstacles ou pas qui se dressent devant moi, il faut que je garde le cap, que j'avance toujours dans la même direction,
Ainsi, tôt ou tard, je sortirai de la forêt. Mais en réfléchissant comme ça, il a trouvé une solution. Et à quoi voit-on que c'était bien un raisonnement pratique et une vraie délibération? C'est qu'il n'y a pas de différence entre la conclusion et l'action à laquelle il se livre. Dès que j'ai compris que la meilleure solution pour moi qui veux sortir de la forêt, et le fait que cette volonté s'impose à moi parce que je ne sais pas quoi, on s'en fout, je veux sortir de la forêt, c'est moi. Bon, eh bien, à l'issue de cette délibération, lorsque j'ai compris que le meilleur moyen de sortir pour moi de cette forêt opaque, qui est pour moi un maquis impénétrable, etc., c'est de tracer tout droit, eh bien, je me mets à tracer tout droit. C'est la conclusion de mon raisonnement pratique. La conclusion d'un raisonnement pratique, c'est une action. Ce n'est pas une vérité théorique comme dans le raisonnement théorique. Ok, merci. Mais je t'en prie.